Merci, bienvenue. Chers collègues, nous accueillons ce matin deux éminents avocats, maître Jérôme Justy et maître Kevin Mention, spécialisés notamment en droit du travail, en droit des nouvelles technologies, plus particulièrement impliqués dans les contentieux des employés des plateformes d'emploi. Maître Justy est également co-directeur de l'Observatoire Justice de la Fondation Jean Jaurès, mène des travaux d'études principalement sur les effets de la révolution numérique, écologique, sociale sur notre société. Il a notamment publié un rapport le 15 janvier 2020 avec notre ancien collègue député Thomas Thévenoud sur le travail à l'âge du numérique. Maître Mention est aussi spécialisé en droit fiscal, accompagne les contribuables résidant en France ou non en vue d'assurer l'ensemble de leurs obligations déclaratives françaises. Cher maître, comme vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans la mesure où vous représentez les intérêts de nombreux chauffeurs ou livreurs dans le cadre de contentieux en cours avec diverses plateformes d'emploi, nous souhaitons connaître votre point de vue sur l'implantation de la société Uber en France, des VTC, et ses conséquences sur l'évolution du transport public particulier de personnes depuis 2014, et naturellement sur la question du droit du travail. Nous aimerions connaître évidemment votre appréciation de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le statut des employés des plateformes et ses conséquences sur le plan économique, social, ainsi que sur les propositions en cours d'examen au niveau national, ainsi qu'au niveau européen, à la suite de l'adoption de la directive reconnaissant la présomption de salariat aux employés des plateformes. Ça vous permettra de compléter les informations déjà transmises lors des auditions précédentes. Nous sommes également intéressés par vos éventuelles propositions pour améliorer l'encadrement des relations entre les représentants d'intérêts et les décideurs publics en France. Et je rajouterai en France, et je serais très intéressé par votre perspective sur nos voisins européens ou nord-américains ou ailleurs, à la fois sur les relations entre représentants d'intérêts et décideurs publics, et bien entendu sur la question du droit du travail et l'encadrement du travail des plateformes. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières interrogations, avant d'entamer les échanges sur la forme de questions et de réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vais vous inviter l'un après l'autre à lever la main droite, à activer votre micro et dire « Je le jure ». Monsieur Justy. Je le jure. Monsieur Mention. Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, à tous. Je suis donc Jérôme Justy, je suis avocat depuis 25 ans et j'exerce dans le champ du numérique, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit du numérique et des communications. À ce titre, j'ai été témoin pendant 25 ans de la croissance de cette économie numérique que j'ai moi-même accompagné et que je continue à accompagner, étant l'avocat de grandes entreprises, de PME, PMI, d'entrepreneurs et de collectivités territoriales qui souhaitent engager une transformation sociale, environnementale et numérique en faisant le choix du droit. Pendant ces 25 ans, j'ai été témoin de l'esprit start-up, on va dire, de la mythologie ou de l'idéologie, j'ai envie de dire, start-up, qui se fonde sur trois piliers sur lesquels je pourrais revenir si vous m'y interrogez, mais je voudrais quand même les énoncer. Le premier principe, c'est « nous sommes tous des entrepreneurs » et nous méritons tous de l'être.
même si d'autres sont moins égaux que d'autres pour l'être. Deuxième principe, c'est une expérimentation permanente. L'entreprise expérimente. Donc, il y a des freins à cette expérimentation, des contraintes qu'il faut lever, et notamment le droit et la loi font partie de ces contraintes. L'autre grand principe, c'est que la richesse d'une entreprise se mesure non pas à sa rentabilité, mais à la levée de fonds. Nous sommes dans la mythologie de l'homme, je parle bien d'un homme éduqué qui cherche à être riche et à revendre son entreprise. Nous sommes également sur la mythologie qu'on est tous égaux, qu'il n'existe plus de relation asymétrique entre les patrons et les salariés, que nous partageons tous le même open space et que nous sommes donc tous dans une relation égalitaire. Enfin, dernier principe qui me semble le plus important, c'est que mon expérience me démontre que nous sommes face à une robotisation de l'emploi et que les salariés sont devenus les plus grands pourvoyeurs de données personnelles, notamment au regard de cette plateforme. J'ai d'ailleurs ouvert une chronique sur ce sujet dans la revue juridique LexBase qui met en relief le droit du travail et le droit des données personnelles. Tout cela fait que, à travers ces plateformes et à travers ce travail numérique, contrairement à ce qu'on peut le penser, à ce qui est dit, il y a un renforcement des inégalités et surtout, on érige l'illégalité, le non-respect de la loi, en principe de fonctionnement. À tel point, et je mesure mes propos, que pour réussir dans l'économie numérique, la plupart des gens que j'ai rencontrés pensent qu'il faut faire abstraction du droit. Et du droit du travail, notamment. Alors, tout cela m'a amené en 2018, en tant que co-directeur de l'Observatoire Justice, à m'intéresser au droit du travail à l'âge du numérique et comment sécuriser et protéger le travail à l'âge du numérique. Et j'ai pu recevoir à cette occasion de multiples acteurs, des représentants de plateformes, des représentants syndicaux, des entrepreneurs, des coopératives, associations et autres. Et j'ai pu forger une conviction qui est donc celle que je partage avec Thomas Thévenoud pour avoir rendu ce rapport, notamment le premier en janvier 2020 et le second en mars 2021, que face à des plateformes qui atomisaient les travailleurs, créaient une relation totalement individualisée et paradoxalement dépersonnalisée avec les travailleurs, il fallait que les travailleurs se regroupent. Et j'ai proposé notamment l'idée de la coopérative de travailleurs, de chauffeurs, que je n'ai pas inventée. Je n'ai pas inventé l'idée même de la coopérative, même l'idée de coopérative de travailleurs de plateforme. En revanche, je crois que nous avons monté avec Brahim Ben Ali, qui en est le président et que vous avez auditionné, la première plateforme la première coopérative de chauffeurs VTC, alors qu'il en existe en matière de livreurs, mais celle-ci est plus importante parce qu'elle regroupe aujourd'hui près de 500 sociétaires. À peine après avoir sorti ce rapport en janvier 2020, la Cour de cassation, le 4 mars 2020, dit pour la première fois qu'un chauffeur Uber est un chauffeur salarié. Et le 17 mars 2020, nous rentrons tous en confinement. J'avais eu l'occasion de rencontrer Brahim Ben Ali quelques semaines avant. Et en plein confinement, je reçois l'appel d'un, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 100 chauffeurs VTC qui, paradoxalement, alors que la Cour de cassation leur reconnaît le 4 mars qu'ils sont des travailleurs salariés, sont, du fait du confinement et du fait qu'ils ne sont pas salariés, sont privés d'emploi immédiatement, de revenus immédiats, n'ayant aucun droit au chômage partiel ni au chômage. Ils ont en fait immédiatement compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur statut, même s'ils souffraient depuis de nombreuses années, comme ils me l'ont dit, de certaines contraintes qu'ils considéraient inacceptables. En mai 2020, je dépose mes premiers dossiers devant le CPH. Je représente aujourd'hui 280 chauffeurs VTC devant le CPH.
Et 2021, début 2021, Mark McGann appelle mon cabinet. Il me dit qu'il a suivi mon combat, notamment relayé par la presse, qu'il a des informations à me donner, des révélations à me faire et des documents à me communiquer. Nous échangeons à plusieurs reprises par téléphone, et celui-ci m'invite à aller le rejoindre chez lui, dans le sud de la France, pour qu'il me communique l'ensemble de ces informations et me remette des pièces. J'y suis allé avec 2 journalistes que j'avais rencontrés, qui avaient l'idée de ce film, qui est sorti sur France Télévisions, à bout de course, et qui retrace le travail que je fais, ainsi que le travail de Brahim Ben Ali. Et ça a été les premières séquences, excusez-moi, qui ont été tournées, où Mark McGann nous a reçus, nous a offert le gîte et le couvert, et nous a librement parlé de cette influence en tant que lobbyiste d'Uber pendant quelques années qu'il exerçait vis-à-vis des différents gouvernements et du gouvernement français, tout en me révélant certaines pièces qui sont fort utiles dans la gestion de mes dossiers. Et si vous voulez, j'y reviendrai tout à l'heure pour ne pas trop monopoliser le débat. C'était en fait les Uber Files avant les Uber Files, puisque Mark McGann a révélé cette affaire à la presse qu'en juillet 2022. Voilà où j'en suis. Je constate, et certainement vous m'interrogerez à ce sujet, qu'il y a aujourd'hui un empêchement. En tant qu'avocat, je suis empêché d'aller jusqu'au bout des procédures que je voudrais mener. Et que, ayant pris ce dossier comme un dossier normal, même s'il n'est pas normal, puisque défendre 300 chauffeurs et des livreurs, par ailleurs, pour d'autres dossiers comme Frishti ou d'autres dossiers sur Stuart, sur lesquels vous pourrez m'interroger, c'est pas un dossier normal, mais c'est un dossier anormal en ce que j'ai compris que c'était un dossier idéologique et un dossier politique, et qui donc répondait à cette mythologie ou idéologie dont je parlais tout à l'heure, qui veut que, au prétexte du plein emploi, de l'emploi à tout prix, on ne respecte pas les principes les plus fondamentaux du droit du travail, mais aussi du RGPD, mais aussi du droit fiscal. Bonjour à tous. Pour ma part, Maître Kevin Mention, avocat au barreau de Paris depuis une dizaine d'années. Je représente effectivement plusieurs centaines de travailleurs de plateforme, comme on les appelle, même si ce terme de plateforme, je ne l'apprécie pas trop parce que la plupart du temps, on n'a pas affaire à une plateforme de mise en relation comme ces sociétés aimeraient se représenter, mais à des sociétés prestataires de services dans le transport de personnes, dans la livraison de repas, etc. Parce que ce concept de mise en relation est purement théorique et en général, il n'existe que sur le papier. Toute la société qui intervient est un service organisé qui fournit elle-même une prestation de service. Quand vous avez une société comme Deliveroo, Deliveroo fait de la livraison de repas. Ce n'est pas une société qui fait intervenir des coursiers indépendants, et on l'a vu dans nombre de dossiers qui ont été jugés. Donc on intervient pour toutes ces personnes, tant sur le plan civil, devant le Conseil de prud'homme, que sur le plan pénal, puisque, en règle générale, il y a une dimension pénale, une infraction notamment de travail dissimulé, parfois de travail illégal aussi, parce que ce statut peut également faciliter l'emploi de salariés sans papier. Et au cours de nos nombreuses années d'intervention sur le sujet, on a vu beaucoup d'exemples concrets d'intervention, de lobbying et de points qui répondent en fait aux objets de votre commission. Donc j'aimerais
très brièvement reprendre quelques exemples très concrets qu'on a pu voir. Alors, ça commence très tôt avec un contrôle de l'inspection du travail et de l'URSSAF sur la société Deliveroo. 2015, il y a beaucoup d'opérations qui sont menées, des auditions, etc. Et puis les années passent, on ne voit pas aboutir la procédure. On sait qu'il y a un énorme dossier qui a été déposé au pénal. On ne sait pas du tout où en sont les poursuites, et c'est uniquement l'année dernière que la société aura été condamnée en première instance. Il y a un appel qui est en cours pour travail dissimulé à l'égard de milliers de travailleurs pour la période 2015-2017. Mes clients ont souvent fait remonter à l'inspection du travail qu'il y avait des pratiques qui continuaient après les actes d'enquête et qui étaient peut-être même pires qu'avant. Et les retours qu'ils m'en faisaient, c'était de dire que l'inspection du travail n'entendait pas ouvrir de dossier parce qu'il y avait déjà un dossier en cours, que ça servirait d'exemple et que c'était déjà bien. Aujourd'hui, à notre connaissance, et ça a été évoqué notamment dans la presse via Mediapart, il y aurait un contrôle URSSAF qui aurait été mené pour les années, cette fois 2018-2021. Contrôle qui, parce que visiblement le parquet a confirmé, mènerait aussi à du pénal. Il y aurait un dossier qui aurait été déposé au niveau du parquet à Paris pour ces années-là. On nous a remonté énormément d'auditions dans toute la France. On nous a remonté le fait que le dossier serait clôturé depuis juin 2022, donc quasiment un an. Et selon nos calculs, ça porterait sur à peu près un tiers de milliard d'euros. Plus de 300 millions d'euros de redressement qui seraient envisagés sur ces faits, qui sont les mêmes que pour les années 2015-2016. Mais à notre connaissance, le redressement n'a toujours pas été formalisé. Quand les coursiers qui ont participé aux auditions demandent où ça en est, on leur confirme qu'il y a eu un dépôt au parquet, mais rien d'autre. Alors visiblement, on a un confrère, M. Jean-François Copé, qui intervient dans ce dossier, qui a été nommé par la société récemment. Il l'a confirmé dans les médias. Alors, je ne savais pas qu'il était professionnel des redressements URSSAF, mais en tout cas, il y aurait des discussions en cours avec l'URSSAF. Alors, c'est la première fois dans ce type de contrôle exercé en matière de travail dissimulé que j'entends parler de discussion avec l'URSSAF alors qu'un dossier est déjà déposé. Normalement, il y a un redressement qui suit immédiatement. Et donc le calcul de 300 millions d'euros qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est basé simplement sur le nombre de coursiers concernés sur la période, qui est à peu près de 60 000. Donc c'est quand même énorme, 60 000 travailleurs, comparé au redressement qui a déjà eu lieu et qui a été validé en justice de 9 millions d'euros, à peu près, pour une période précédente qui concernait beaucoup moins de coursiers et uniquement une année de travail. Donc on voit qu'il y a des choses assez anormales qui se passent de ce point de vue, du point de vue contrôle. On a eu un procès Take It Easy qui a été mené pendant de longues années, qui a amené à un arrêt de la Cour de cassation confirmant du salariat. On a eu une centaine de décisions rendues qui confirment qu'il y avait du travail dissimulé à l'égard de nombreuses personnes au civil. Et on avait un procès pénal qui devait avoir lieu. Il était prévu au départ sur 3 journées d'audience et était censé concerner, visiblement, tous les coursiers de la société Take It Easy. Donc plus de 3000 quand même à l'époque, une société qui a fait faillite dès 2016. Ça vous montre un peu l'ampleur du nombre de travailleurs concernés. Eh bien, on s'est retrouvé en cours de route avec une demi-journée d'audience programmée au final. En plein dossier Deliveroo, on nous a annoncé ça. Finalement, il n'y aurait pas 3 jours d'audience, mais une demi-journée. Et quand on est arrivé à cette demi-journée d'audience, ça a dû être reporté. Pourquoi ? Parce que dans les actes d'enquête, on n'avait même pas auditionné les dirigeants. Voilà. Et la société n'était même pas elle-même poursuivie, parce qu'elle est en cours de liquidation. Le parquet avait décidé de poursuivre qu'un seul dirigeant qui n'avait même pas été auditionné dans l'enquête. On a fait condamner en même temps beaucoup de sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont été fermées comme Foodora, Take It Easy, mais d'autres qui exercent encore et qui ont même le soutien parfois de la région Île-de-France ou autres, comme StaffMe, comme Deliveroo encore aujourd'hui. On a pu voir dans ces dossiers qu'il y avait énormément de preuves du salariat. Chez Uber, ils ont évidemment changé leur méthode en cours de route après les nombreuses condamnations essuyées en France et à l'étranger. Mais à une époque, il y avait quand même une formation, il y avait un test
d'entrée, on vérifiait que la personne connaisse bien la ville de Paris, par exemple. On fournissait un iPhone. Il y avait un contrôle jusqu'au contrôle de la puissance de freinage du VTC. Et donc, quand on voit des éléments comme ça dans un dossier, on se demande effectivement pourquoi il n'y a pas eu une plus grande enquête, pourquoi il n'y a pas eu de poursuite déjà au niveau pénal, au moins une enquête en tout cas, puisque ça reprend tous les éléments classiques du lien de subordination qui caractérise un emploi salarié. Et par contre, en revanche, on a vu beaucoup de combats avec du lobbying, effectivement, combat qui est allé jusqu'au législateur, jusqu'à l'Assemblée nationale, puisque dès 2016, on a par exemple la loi El Khomri qui va un peu mettre en place un statut de travailleur de plateforme. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on l'intègre dans le Code du travail, mais on prévoit dans certaines dispositions qu'il existe des plateformes, alors c'est pour ça que le terme de plateforme de mise en relation m'embête un petit peu, puisque c'est pas tout à fait ça, et que ces plateformes ont des droits et des obligations. C'est sous couvert d'obligations, sous couvert d'aider les travailleurs, mais en fait, vous verrez, ça ne les aide pas du tout. Là, en l'occurrence, il était question de prévoir des assurances accidents du travail ou des formations professionnelles. Quand on entend ces termes, on s'étonne un petit peu, puisque ça fait plutôt partie du droit du travail. Mais voilà, on disait que ces plateformes avaient une obligation, l'obligation de mettre en place à certains niveaux, sous certaines conditions, des garanties assurance accident du travail, des formations professionnelles. Et je le disais, on n'est pas du tout arrivé à une protection du travailleur, mais au contraire, et je pense que c'était voulu par les actions de lobbying, à des entraves à leurs actions en justice. Pourquoi ? Parce que très vite, ensuite, on s'est vu opposer ces éléments, ces lois nouvellement votées, devant le Conseil de prud'homme en premier lieu. Mais regardez, on a un statut de travailleur de plateforme qui est reconnu par la loi, on a des protections qui sont mises en place, qui sont obligatoires, c'est même plus des possibilités. À une époque, c'est vrai, c'était des indices du lien de subordination qui était reconnu par la jurisprudence. Aujourd'hui, c'est simplement prévu par la loi. Donc nous, quand on met ça en place pour nos travailleurs, il n'y a plus rien à voir. C'est plus un indice de subordination, c'est juste une obligation légale. Et on a eu encore d'autres lois qui allaient bien plus loin. Je parlerai par exemple de la loi LOM, orientation mobilité en 2019. Et là, on va beaucoup plus loin puisqu'on prévoit un système de charte sous prétexte encore de protection du travailleur. Et ces chartes, si elles sont mises en place par la plateforme, et tout le monde à l'époque disait ah, oui, on va mettre en place des chartes pour protéger les travailleurs de plateforme, eh bien, elles devaient interdire les requalifications en justice. Alors là, c'est assez incroyable. C'est le législateur lui-même qui vient légitimer un comportement qui est frauduleux. Parce que si vous voulez, s'il y a requalification en contrat de travail, c'est que vous n'avez pas respecté la loi. Vous avez une infraction, l'infraction de travail dissimulé, on en a parlé, qui est prévue par les textes. Lorsqu'il y a requalification en contrat de travail, il n'y a pas forcément travail dissimulé, parce qu'il faut une intention frauduleuse, mais en règle générale, ça va de pair. Et là, on nous disait dans la loi, mais on va interdire les requalifications. Alors, heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 44 le 20 décembre 2019, et aujourd'hui, on n'a pas d'entrave au niveau judiciaire sur ce point. Mais là encore, les plateformes s'en sont servies pour dire aux juges, regardez, le législateur va dans notre sens, etc. Et tout ça s'accompagnait d'un lobbying, puisqu'en 2019 sortait un rapport de l'Institut Montaigne, travailleurs de plateforme, liberté oui, protection aussi. Il était présenté à l'Assemblée nationale, j'étais auditionné à un moment donné, il y avait un représentant de l'Institut Montaigne à côté de moi qui avait apporté ce rapport et l'avait distribué à toute l'Assemblée nationale, enfin tous les députés présents. Et ce rapport disait, par exemple, que les travailleurs de plateforme voulaient absolument garder leur indépendance et ne voulaient surtout pas de statut de salarié, mais par contre souhaitaient quelques garanties dans leur activité, notamment au niveau des accidents du travail, etc. On s'est aperçu un peu plus tard que dans la rédaction du rapport, il y avait un lobbyiste de la société Stuart. Alors, Stuart, qui est aussi poursuivi en justice par de nombreuses personnes pour de l'ubérisation, et donc là, à coup de fonds publics, puisque ça a été racheté par le groupe La Poste à coup de dizaines de millions d'euros.
Et ce rapport faisait état de nombreuses auditions qui avaient eu lieu, et là encore, des journalistes, Marianne en l'occurrence, si je me souviens bien, après enquête, voyaient qu'en fait, il n'y avait eu aucune audition. En tout cas, on n'avait aucune trace de travailleurs auditionnés. Et pourtant, ce rapport qui prônait l'absence de salariat était distribué à tout le monde et a participé certainement au débat dans la loi L'Homme. On a eu la mission Frouin aussi, qui a été mise en place, avec une directive assez claire, c'est proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme, mais avec interdiction de proposer du salariat. C'est un peu incroyable, on limite la possibilité de proposition au sein du rapport avant même qu'il soit rendu. Conclusion, la conclusion du rapport, c'était plutôt de dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de solution si ce n'était pas du salariat, parce que vu comment les plateformes utilisent ces travailleurs, on est sur du salariat déguisé. Et concrètement, aujourd'hui, toutes ces actions ont mené effectivement à ce que l'on appelle maintenant l'ubérisation de la société, ont précarisé des milliers de travailleurs et continuent à le faire, et ça s'est étendu à tous les domaines, parce qu'on arrive avec un domaine qui est celui du VTC, avec à la base une profession qui est plutôt indépendante, mais ça se diffuse dans toute notre société. Et ce travail précaire, aujourd'hui, se retrouve, par exemple, dans une société comme Mano Mano. Je suis contacté par des personnes qui travaillent dans cette société, qui est financée par BPI France, donc encore des fonds publics derrière. Au sein de Mano Mano, vous avez des formations, vous avez un contrôle. C'est des personnes qui répondent au chat sur le site Internet. Et la société va jusqu'à contrôler le délai qu'ils mettent à répondre à une question, le délai qu'ils mettent pour clôturer une conversation, on va faire des remarques sur l'orthographe utilisée, etc. Mais ces personnes-là qui interviennent sont payées à la tâche, ils ont un système de commissionnement, et ne sont pas salariés. Il y a des livrets de formation, il y a des encyclopédies à respecter pour tout ce qu'il y a à dire ou ne pas dire, un contrôle permanent, parfois même des capitaines qui sont mis en place, des groupes de discussion, mais ils sont indépendants. On a des sociétés comme StaffMe qui ont pignon sur rue et qui vont ubériser à tel point que nous avons des personnes qui viennent nous voir et qui ont été caissiers auto-entrepreneurs. Ils se vantent d'avoir des personnes qui font la plonge en tant qu'auto-entrepreneurs. Ils se vantent, ce qui me paraît juridiquement impossible à mettre en place, de vouloir mettre en avant des aides-soignants auto-entrepreneurs. Vous avez des sociétés comme Stuart, on l'a dit, le groupe La Poste, qui interviennent et qui contrôlent tout le système de livraison et vont beaucoup plus loin, puisqu'on l'a dénoncé à plusieurs reprises, et mon confrère intervient aussi là-dessus. Ils ont été condamnés pour prêt de main-d'œuvre illicite au pénal en première instance dernièrement, mais ils ont mis en place un système où ils ont recours à des coursiers qui livrent en scooter, donc motorisé ou en voiture, qui ne sont pas du tout déclarés, où les versements de la rémunération passent par diverses sociétés, et ces travailleurs passent de société en société régulièrement. Et par contre, quand nous, on se plonge dans le dossier, on voit que le donneur d'ordre, il n'y en a qu'un, c'est Stuart. Les poursuites ont eu lieu pour l'année 2015 et le tout début de l'année 2016. Ça s'arrêtait en mai. Aujourd'hui, on est en 2022 encore, quand on venait m'interroger, les pratiques continuaient. Je ne vois pas d'entrave réelle à ces abus. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez l'ubérisation qui s'est étendue à toute la société et des travailleurs qui en subissent des conséquences parfois très graves, puisque parfois on vient nous voir avec des ruptures abusives, sans préavis ni indemnité qui viennent d'avoir lieu. Et là, à la limite, bon, ça peut se résoudre par une indemnisation financière, mais il y en a aussi qui viennent nous voir après avoir subi de graves accidents de la route, par exemple. Des personnes jeunes qui ont eu l'estomac perforé en livrant pour Deliveroo. Et là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'ils n'ont pas du tout les garanties du salariat en matière d'accident du travail, etc., alors même qu'ils sont reconnus par les juridictions civiles et pénales comme des travailleurs salariés. Merci beaucoup, c'est très complet, très intéressant. Moi, j'ai plusieurs questions un peu en vrac sur les différents sujets que vous avez mentionnés. Déjà, on en a parlé dans l'entretien précédent, sur la question du recours aux travailleurs sans papier. Est-ce que vous avez pu constater que les plateformes, selon vous,
ont conscience d'avoir recours à des travailleurs sans papier? Comment est-ce que ce travail s'effectue, se dissimule? Si vous pouvez nous expliquer ça un petit peu. Commençons là-dessus et puis après je reprendrai mes autres questions. Oui, merci de poser la question. Effectivement, je n'ai pas pu revenir longuement là-dessus en propos introductifs, mais c'est un point assez essentiel. On a entendu dire que Uber Eats avait déconnecté des milliers de travailleurs l'été dernier. Il y a eu une deuxième vague de déconnexion au mois de décembre. Donc l'été, on a entendu des chiffres comme 3500 personnes. C'est assez énorme au sein d'une seule société. Et effectivement, on en représente énormément. Et on voit que toutes ces plateformes, Deliveroo, Uber Eats, Frishti ou autres, ont au moins à un moment donné, mais visiblement continuent encore aujourd'hui, d'employer des personnes sans papier. Frishti, par exemple, alors que c'est plutôt une société de taille assez moyenne, en tout cas à l'époque en 2020, il n'était pas encore déployé en province. Sous un faux statut d'auto-entrepreneur, vous aviez des centaines de sans-papiers qui étaient employés, et ça a fait scandale à la suite d'un article de Libération. La société a dit qu'elle n'avait pas du tout connaissance de cela, qu'il y avait eu une faille administrative, parce que pour elle, le statut d'auto-entrepreneur suffisait à légitimer le travail de ces personnes. Donc elles arrivaient, ces personnes, en travaillant à leur nom. C'est très important de le dire, parce que ces sociétés, souvent, se mettent derrière le prêt de compte, la sous-location illégale de compte. Dans bien des cas, soit chez Deliveroo, chez Frishti ou d'autres plateformes, vous avez des personnes qui s'inscrivent avec leur propre nom, mais avec un passeport étranger, hors Union européenne. On a vu des centaines de personnes qui étaient sans papier à l'époque. Alors là encore, une intervention du pouvoir exécutif. Il y en a visiblement 102 qui ont été régularisés en quelque sorte, qui ont reçu un récépissé leur permettant d'accéder à l'emploi dans des conditions très troubles, parce on connaît des circulaires comme la circulaire Valls qui prévoit de la régularisation par le travail avec des bulletins de paie. Malheureusement, les travailleurs de plateforme en sont privés parce qu'ils ne reçoivent pas un bulletin de paie mais une facture qui est dans quasiment la totalité des cas rédigée par la plateforme elle-même, et ça ne leur donne pas droit à régularisation. Bon, pour Frishti, visiblement, on est arrivé quand même à régulariser, selon les chiffres que j'ai à ma connaissance, 102 travailleurs. Pourquoi 102, je ne sais pas. Ils étaient plusieurs centaines, il y en a plein qui ont été écartés. On a des remontées de travailleurs qui nous disent que c'est parfois même Frishti et les autres intervenants qui décidaient de qui pouvait avoir les papiers ou non à ce moment-là. Il y en a qui se sont vus retoquer, mais vous n'avez pas participé aux grèves, donc vous n'étiez pas dans la liste. On ne sait pas comment la liste a été mise en place. On ne sait pas sur quels critères. On a interrogé pourtant beaucoup de personnes. On ne sait pas comment ça a été mis en place. Il y a eu des régularisations. Et pourtant, en 2022 et en 2023 encore, vous avez des travailleurs sans papier au sein de Frishti qui viennent nous consulter. Pour compléter peut-être les propos... Pardon ? Oui, vous m'entendez bien. Pour compléter peut-être les propos de mon confrère, j'ai eu également, moi, à m'occuper de l'affaire Frishti, et notamment de ce lanceur d'alerte dont l'histoire avait fait une double page dans Libération. Ce que je n'ai pas compris dans ce dossier, c'est pourquoi, alors que, semble-t-il, nous sommes face à une plateforme qui méconnaît le droit du travail et le droit des travailleurs sans papier, pourquoi cette plateforme a été invitée au ministère de l'Intérieur à négocier avec ces travailleurs une sortie honorable de crise. Moi, je ne connais pas dans ma vie d'avocat d'employeurs en infraction avec la loi sur des sujets d'ordre pénal qui auraient été invités par le ministère de l'Intérieur à jouer les bons offices. Je n'ai jamais vu ça. Généralement, un employeur qui emploie par centaines des travailleurs sans papier n'est généralement pas reçu par le ministère de l'Intérieur et passe plutôt par la case tribunal, sinon prison. Est-ce que je peux vous demander, mettre mention de détailler le fonctionnement de la sous-location illégale de compte ou le prêt de compte et les sanctions qui sont liées à la fois pour l'employeur mais aussi pour le titulaire du compte?
Oui, alors la sous-location, ça fait partie du travail illégal, des questions de travail illégal ou de travail dissimulé, parce que parfois ce ne sont pas des sans-papiers, hein, ce sont des personnes qui n'ont pas pu avoir de statut d'auto-entrepreneur ou qui n'en veulent pas et qui sous-louent le compte. C'est simplement des personnes qui sont inscrites sur ces sociétés-là, qui vont prêter leur application à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Alors il y a des contrôles qui sont mis en place aujourd'hui, mais peut pas croire que les plateformes ne sont pas au courant qu'elles ont ce type de travailleurs chez elles, et elles ne font pas grand-chose pour trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, si vous descendez devant un grand nombre de grandes enseignes de la restauration et que vous posez des questions aux coursiers qui sont là, ils vous disent eux-mêmes qu'ils sont sans papier, et pourtant ils travaillent pour Deliveroo, pour Uber Eats, etc. Donc voilà, c'est très simple, c'est prêter l'accès à son compte, puisque tout fonctionne sur une application, sur un téléphone portable. Et parfois, ça va un peu plus loin, puisque la plateforme accepte même un changement de RIB, parce qu'il faut voir que chez Uber Eats, par exemple, on a des remontées où le sans-papier est payé directement sur son compte bancaire à son nom. Parce que Uber Eats n'avait que faire qu'une personne d'un certain nom identifié sous son identité, avec sa pièce d'identité sur sa plateforme, modifie simplement le RIB et permette à une autre personne d'être payée à sa place. Je vous posais la question sur la sanction, parce que donc, si je comprends bien, parce que ça me paraît être quand même un mécanisme d'exploitation assez brutal, vous avez un auto-entrepreneur qui a un compte chez une plateforme de livraison et qui décide en plus de le sous-louer à différents travailleurs sans papier, peut-être en prenant lui-même une marge. Quelles sont les sanctions contre ce type de comportement? Est-ce que c'est, selon vous, assez représentatif de l'utilisation de travailleurs sans papier, ou est-ce qu'en fait ça se fait plutôt directement avec des faux papiers et des gens qui s'inscrivent sur la plateforme auto-entrepreneur, pardon. J'essaie juste de comprendre un peu le mécanisme et la façon dont ça fonctionne et dont c'est sanctionné en ce moment. Alors, on voit vraiment les deux cas, hein. Il y a des personnes qui s'inscrivent soit avec des faux papiers, soit avec leurs propres papiers. On le disait, avec un passeport étranger, ça passait très bien. Récemment aussi avec une carte italienne, une carte qui ressemble à une pièce d'identité, mais qui n'en est pas vraiment une, qui ne donne pas le droit en tout cas de travailler. Les plateformes ferment les yeux et les emploient sans problème. Et puis, donc, quelques personnes qui sous ces comptes, pas forcément de manière rémunérée. Ça arrive que des personnes exploitent elles-mêmes des sans-papiers. D'autres servent simplement d'alias, et ça se voit sur des jobs très classiques, hein, déclarés en tant que salariés. Vous avez des personnes qui travaillent sous un faux nom. Et en termes de sanctions, eh bien, à partir du moment où on reconnaît du salariat dans la relation de travail, la plateforme elle-même pourrait être poursuivie. Si on considère qu'il y a de l'indépendance, et c'est là-dessus qu'il joue évidemment pour essayer de s'en tirer, on devrait plutôt se retourner sur la personne qui prête le compte. Et après, je laisserai la parole après, juste une autre question. Je voulais, pour vous deux, une autre série de questions sur les solutions pratiques. Et notamment, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la directive européenne de présomption de salariat vous paraît satisfaisante? Est-ce que vous préconisez qu'elle soit intégrée dans le droit français? Est-ce que vous voyez des exemples étrangers, européens, nord-américains, qui vous paraissent satisfaisants pour répondre à ces problématiques? Et une question liée, en fait, qui a été posée tout à l'heure par notre collègue Frédéric Zinski, et je pense, Maître Justy, que vous y avez un peu répondu en filigrane dans votre propos liminaire. Est-ce qu'au fond, vous pensez que le modèle économique de ces plateformes VTC ou livreurs est viable dans le cadre d'une requalification en salariat? Est-ce que, selon vos estimations, vos calculs, vos analyses, ce modèle économique repose essentiellement sur le recours à des indépendants et des auto-entrepreneurs? Et donc, quelles conséquences économiques pensez-vous qu'aurait une requalification en salariat? Alors, pour vous répondre, je ne suis pas économiste, et sur le modèle économique, j'ai quand même une idée. Mais le modèle juridique de cette plateforme n'est pas viable, puisqu'elle se fonde toute sur l'illégalité. L'illégalité en droit du travail, en termes de non-respect du RGPD, et en termes de non-respect du droit fiscal. Donc je ne pense pas qu'en l'état, ces plateformes soient viables juridiquement. Pour ce qui est du modèle économique,
Je pense que quand on pose la question ainsi, on inverse la proposition. La question n'est pas de savoir si elles doivent recourir au salariat, est-ce qu'elles sont viables économiquement. La question est de savoir si, en appliquant le droit, elles peuvent mener leur activité. Moi, si, en tant qu'avocat, je ne paye pas mes collaborateurs, je ne paye pas mes impôts, je ne paye pas mes charges sociales, on viendra me poser la question de savoir si je devais les payer, est-ce que je serais viable économiquement? Je pense que c'est poser la question comme si le salariat était une notion anti-économique. Comme si nos industries, depuis que la révolution industrielle existe, n'avaient pas prospéré alors que le salariat a été de mieux en mieux protégé. Je ne pense pas qu'il faille donc tomber dans cet écueil qui consisterait à dire, et ce que dit Uber et toutes les plateformes, ah mais si vous nous forcez à payer des salaires, des impôts et des taxes, nous fermerons boutique. Je ne comprends pas, si vous n'êtes pas rentable économiquement en appliquant le droit, et si vous n'êtes pas viable juridiquement, bah oui, en effet, ça pose un problème, et vous fermez boutique. Alors, vous aviez une deuxième question, Monsieur le Président? Oui. Ma première question qui portait sur vos préconisations et notamment votre appréciation de la directive européenne et des modèles étrangers d'ailleurs qui ont appliqué des droits divers. Il faut savoir que mon confrère et moi-même, nous nous épuisons devant les conseils de prud'homme à passer toutes les barrières, notamment devant le conseil de prud'homme de Paris qui a pris comme position de ne pas juger et d'envoyer systématiquement en départage. Ce qui fait que nos dossiers sont jugés en première instance à 4-5 ans. J'ai d'ailleurs engagé la responsabilité de l'État pour délai déraisonnable sur ce sujet, et l'État transige. C'est-à-dire qu'en gros, l'État paye et reconnaît sa responsabilité avant et paye les chauffeurs pour des indemnités qu'ils doivent, qui peuvent être de plusieurs milliers d'euros, avant même qu'Uber ne soit condamné à payer des salaires. Et j'ai publié une note à la Fondation Jean Jaurès que je me permettrai de vous remettre, qui a pour titre « L'État est-il responsable pour Uber ?» Non pas politiquement, parce que c'est le travail de votre commission, mais juridiquement. Juridiquement, l'État est responsable pour Uber sur plusieurs points. On peut engager, moi en tant qu'avocat, je peux engager la responsabilité de l'État pour carence. Maintenant, bien entendu, tout ça pour vous dire que si nous avions aujourd'hui, on nous oppose la présomption de non-salariat. Et pendant longtemps, les conseils de prud'homme s'étaient déclarés incompétents. Maintenant, ils ne le font plus. Mais bien entendu que s'il y avait une présomption de salariat, les choses seraient facilitées. Elles ne seraient pas totalement solutionnées, puisqu'il faudra encore plaider le renversement contre, en tout cas ce qui nous concerne en tant qu'avocat de travailleur, contre le renversement de la charge de la preuve. Mais les choses seront facilitées. Et je pense que c'est l'exemple européen, cette présomption de salariat. Et d'ailleurs, je ne comprends pas, puisque vous me posez la question, pourquoi la France, le gouvernement français, est si opposé à ce progrès social. L'Italie, l'Espagne, il y a énormément de pays qui soutiennent cette présomption de salariat. Pour nous, en fait, tous les travailleurs que je représente n'acquièrent des droits que parce qu'ils saisissent la justice, combat après combat, dossier après dossier, année après année. Et je ne parle pas d'un chauffeur, nous parlons de milliers de chauffeurs et de livreurs. C'est un problème systémique. Et ces personnes qui n'ont pas les moyens de saisir la justice. Il faut dire que nous faisons beaucoup d'efforts sur nos honoraires. Sont quand même traités comme le pire des justiciables. Parce qu'en plus de ne pas obtenir des décisions rapidement, ils doivent répondre à des appels, aller en cour de cassation. Enfin, il faut avoir conscience qu'un des premiers chauffeurs Uber qui a saisi le conseil de prud'homme a fait le parcours suivant. Donc, incompétence du conseil de prud'homme,
après plusieurs années. Appel, puis cassation, il se retrouve devant le Conseil de prud'homme. Et l'affaire n'est pas encore finie. Est-ce qu'on demande à ces travailleurs, qui généralement sont pauvres, d'être plus riches que le plus riche des justiciables? Merci beaucoup pour vos propos fort intéressants pour notre commission d'enquête. Si j'osais une image, j'ai un petit peu l'impression qu'en fait, il y a quelques voleurs de pommes, et puis dans des rues un peu sombres, et puis un énorme braquage de banque en plein jour. Et en fait, on ne cherche pas à intervenir sur le braquage en plein jour, mais à le légaliser. On a un peu l'impression en fait que c'est de cet ordre-là. Ce qui est intéressant pour notre commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, c'est de voir plusieurs choses. Au point de départ, le scandale des Uber Files, c'est finalement comment une multinationale américaine, avec des pratiques illégales, essaye d'imposer son état de fait à l'état de droit. Et donc imposer et permettre par son action de lobbying, de diverses manières, de modifier l'état de droit pour qu'il s'adapte à son état de fait. Et de comprendre comment ça peut être possible et quelles sont les responsabilités de décideurs publics et en plus haut niveau, et notamment le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Donc là-dessus, moi, j'aurais quand même des questions à vous poser, même si on a déjà auditionné le consortium de journalistes. Est-ce que vous pensez que lorsque vous êtes allé rencontrer M. Marc Magan, est-ce que vous avez eu accès aux mêmes documents que les journalistes ou pas? On va auditionner M. Marc Magan. La commission d'enquête parlementaire sera légitime et en droit de demander l'accès à ces documents, comme aux vôtres. Voilà, pour vous, quelle a été la responsabilité des décideurs publics de l'époque à ce niveau-là? Mais ce qui est intéressant dans votre propos, et ce qui intéresse aussi la commission d'enquête parlementaire, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu poursuite à la fois de l'action de lobbying d'Uber et des autres plateformes, et quelle a été l'attitude des décideurs publics, et quelle est l'attitude des décideurs publics jusqu'à aujourd'hui. Et là-dessus, vous nous avez d'ores et déjà dit beaucoup de choses. Mais j'aimerais avoir des précisions. Vous parlez de manquement de l'État. Je comprends en termes de manquement de l'État que vous vous alertez la commission d'enquête en disant on ne comprend pas, nous on engage des procédures avec nos clients, avec des livreurs, avec des chauffeurs, on gagne, mais ces procédures sont très longues. Est-ce que sont très longues, mais quand elles gagnent, notamment en cours de cassation, ça ne débloque pas une situation où, de fait, l'inspection du travail, l'URSSAF, l'OCLTI, est-ce que, selon vous, il y a des manquements de l'État au niveau de ces grandes administrations pour que le droit soit respecté? Première chose. Est-ce que vous avez pu constater des empêchements? Ce qui est encore un deuxième degré. Il peut y avoir un manquement de l'État, il peut y avoir aussi des empêchements. Voir, est-ce qu'il y a une organisation de fait? Vous nous avez cité l'affaire Stuart. Stuart est quand même une entreprise qui a été rachetée par la Poste, Poste entreprise publique, donc un rôle direct des décideurs publics là-dessus. Est-ce que du coup, il y a peut-être encore un niveau au-dessus, organisation de fait? Ensuite, vous nous avez en même temps expliqué que ce soit sur cet état de fait de départ, qui s'assoit sur le Code du travail et sur d'autres réglementations, que ce soit sur les manquements de l'État, notamment sur la question du Code du travail, mais ça peut être aussi sur la TVA, ça peut être aussi sur les données RGPD. Vous nous avez exposé que finalement, il y a une volonté d'empêcher toute requalification salariée de la part des lobbies Uber et de la part de décideurs publics, et qu'on l'a retrouvé derrière des volontés de torpiller les lois à cet effet. Enfin, de torpiller, excusez-moi, c'est mon appréciation. Est-ce que, selon vous, la création de l'ARPE procède également de la volonté de contourner la question du salariat? Ou est-ce que cette question pourrait être posée dans l'ARPE? Et donc, quel regard vous posez aussi sur la mission Frein qui a abouti à cela, et de fait sur le fonctionnement aussi de l'ARPE? En clair, est-ce qu'on a manquement de l'État, empêchement, organisation de fait, voire complicité?
Alors, Madame la rapporteure, vos questions sont multiples, mais j'y répondrai par le début. C'est-à-dire que lorsque Mark McGann vient me voir, il me communique différents documents que j'ai encore à mon cabinet. Il me les communique dans l'intérêt de mes clients. Et au-delà des questions qui ont été révélées dans la presse sur les positions de lobbying agressives d'Uber face à différents gouvernements européens et français, j'ai à mon dossier déjà la preuve de ce que Uber organise depuis au moins 2015, l'illégalité de son activité. Il y a par exemple un logiciel qui permet, lorsque des inspections de la DGCCRF ou des descentes de police, de tout supprimer d'un coup. C'est ce qu'on appelle le logiciel Casper. Par exemple, un email, objet du courriel, tue l'accès à Paris maintenant, lorsque la police arrivait. La DGCRF a fait une descente dans nos bureaux, l'accès a été coupé. On parle de raids également de police qu'il faut arrêter immédiatement. Apparemment, à l'époque des Uber Pop, Uber savait que des contrôles de police allaient avoir lieu, je ne sais pas pour quelle raison. Apparemment, des contrôles de police des taxis sont prévus ce soir entre 17h et 23h. Ils créent des faux profils. Tout ça pour empêcher la police et les inspections de faire leur travail. J'ai également mon dossier un email une note de la responsable juridique d'Uber de l'époque qui sait qu'elle ne respecte pas la loi sur les données personnelles et qui propose un argumentaire pour dire si la personne insiste, vous pourrez dire que nous envisageons une fonctionnalité, on parle de traçabilité, de profilage. Dès 2015, Uber sait qu'il est en infraction avec la loi des données personnelles. Ils savent également qu'ils sont en infraction avec le droit du travail, puisque nous avons des notes internes dans lesquelles Uber fait le travail à contrario du procureur et reconnaît que ce document montre des échanges relatifs au risque de la requalification de la relation qu'entretient Uber. Voilà. Et en l'état actuel de la loi, la probabilité que les autorités de sécurité sociale classent les partenaires conducteurs comme des employés est élevée. On est en 2015. Uber est elle lui-même convaincue de ce qu'il enfreint le RGPD, de ce qu'il enfreint la loi. Toutes ces choses révèlent, comme je vous l'avais dit, que Uber se fonde sur un principe d'illégalité. Vous verrez également qu'Uber ne craint pas d'espionner ses concurrents, le Cap, Green, Tomato Car, Super Shuttle. Vous verrez également qu'Uber mène une politique que je considère de concurrence déloyale puisqu'il lève 1,2 milliard de dollars pour baisser le prix des courses de 20% lorsque les taxis se mettent en grève. Une volonté également de contourner les impôts, etc., etc. Alors, face à cette entreprise, et je parlerai également de Stuart, qui intentionnellement viole les lois de notre République. Ces informations ont été révélées maintenant il y a plusieurs mois. Que font les administrations? Que fait l'État? Moi, je peux vous dire et donner un exemple. Avec Brahim Ben Ali, secrétaire général de l'INV, à la sortie du Covid, parce qu'il y avait des problèmes de mesures de sécurité et de protection des chauffeurs, Uber, nous avons demandé à l'inspection du travail d'inspecter Uber. Refus. Au prétexte d'une lapalissade, n'étant pas des chauffeurs salariés, ils n'ont pas à être inspectés, comme si l'inspection du travail n'inspectait que les travailleurs salariés. Motivation étonnante. J'ai cru comprendre que cette personne, inspectrice du travail, avait subi des pressions de la part de sa hiérarchie. En tout cas, c'est ce qui a été m'a rapporté Brahim Ben Ali. J'écris à Elisabeth Borne en tant qu'avocat pour dire demandez à votre, en vertu de votre pouvoir hiérarchique, demandez à l'inspection du travail d'inspecter Uber. Elisabeth Borne ne me répond pas.
Je considère que c'est un refus implicite et je vais devant le tribunal administratif. Et au bout de 2 ans, le tribunal administratif va bien au-delà des conclusions du rapporteur public et va ordonner à l'inspection du travail d'inspecter Uber. Donc encore une fois, il faut que ça soit les travailleurs, 139 travailleurs, qui saisissent le tribunal administratif, ils n'ont que ça à faire, pour que l'inspection du travail inspecte. Et j'apprends dernièrement que le ministre du Travail fait appel de cette décision, c'est bien son droit, mais s'il s'agissait d'un atelier clandestin en plein Paris, est-ce que le ministre du Travail aurait fait appel de cette décision du tribunal administratif qui ordonne à l'inspection du travail d'inspecter cet atelier clandestin? Je ne crois pas. Et donc aujourd'hui, j'ai un inspecteur du travail qui me dit qu'il fait l'objet de pression. J'ai un inspecteur URSSAF qui me dit la même chose et qui me dit qu'il a calculé 2 milliards d'euros d'arriéré social concernant Uber et qu'il est empêché de continuer sa procédure. 2 milliards d'euros, selon son propre calcul. J'ai un officier de police judiciaire qui, en off, me dit qu'il est empêché de continuer ses procédures, ou quand il engage des procédures, sa hiérarchie ne lui dit pas ce qu'il en est. J'ai des inspecteurs du travail qui viennent me voir à mon cabinet officieusement et qui me disent qu'ils veulent inspecter, mais qu'ils ne le peuvent pas. Ce qui également m'étonne, c'est que toutes les administrations de l'État, les inspections, appliquent la même doctrine. La doctrine qui consiste à considérer, malgré les arrêts de la Cour de cassation, qu'un chauffeur Uber est un chauffeur indépendant. L'inspection du travail applique la doctrine que c'est un chauffeur indépendant qu'il n'y a pas lieu d'inspecter. Que fait l'URSSAF? Moi, dans les dossiers qui m'ont été communiqués par Marc Bagan, il y a eu un contrôle URSSAF qui a conclu en 2014-2015, qui a conclu à plusieurs milliers d'euros de redressement. Uber a fait appel et ils ont gagné sur une question, un vice de forme, pas sur le fond. Pourquoi l'URSSAF n'a pas revu son contrôle? Nous savons bien en tant que juriste, s'il y a un problème de forme, eh ben on refait le contrôle. On recommence le travail. Non. Là, l'URSSAF a fait appel. Je ne sais pas par qui l'URSSAF a été conseillé, mais il n'y avait aucune chance de gagner en appel. La Cour d'appel a confirmé l'irrégularité de la procédure. Tout ça a mis 4, 5, 6 ans, alors que depuis 2014-2015, l'URSSAF, semble-t-il, s'est convaincue de ce qu'il y avait un arriéré social. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Pourquoi le CPH, comme un seul homme, alors que je plaide 300 chauffeurs, pour 300 chauffeurs VTC, comme un seul homme, quelles que soient les compositions, ne veut pas juger, m'oriente toujours en départage, alors qu'ils savent qu'en départage, le CPH me donnera raison. Pourquoi, alors que j'ai déposé des plaintes CNIL, 4 plaintes CNIL devant la CNIL, parce que Uber ne respecte pas le RGPD, pourquoi cela fait plus de 3 ans que j'attends une décision de l'autorité néerlandaise qui est le chef de file, alors que je suis par ailleurs conseil d'entreprises françaises qui sont poursuivies par la CNIL et que généralement elles sont jugées sous 18 mois. Qu'est-ce qui fait que c'est ainsi? Je ne me l'explique pas. Et concernant Stuart, pour qui je représente les intérêts de 2 sous-traitants, et je confirmerai ce qu'a dit mon confrère, on passe par des sous-traitants fantoches fictifs, mais c'est Stuart qui est à la manœuvre,
qui choisit, qui contrôle la capacité des livreurs à livrer correctement, qui les sanctionne, qui demande à ce qu'ils soient déconnectés de la plateforme, qui fixe les salaires. Ces sous-traitants sont totalement fictifs. J'ai travaillé le dossier, j'ai saisi le conseil de prud'homme contre Stuart, et puis je me suis quand même posé la question de la responsabilité de la Poste. Parce que Stuart a été acheté à 100% par Géopost, qui est elle-même détenue par la Poste. J'ai mené un travail et je me suis posé la question de la complicité de la Poste. Parce que la Poste, au moins par moyen, a fourni de millions pour que Stuart continue à exercer son activité, alors que Stuart, son principe même de son activité, c'est de faire travailler en effet quelques livreurs à vélo en statut d'auto-entrepreneur. Déjà ça, c'est problématique. Mais c'est surtout qu'ils font travailler des livreurs motorisés qui font l'objet d'une réglementation spécifique et qu'ils s'en lavent les mains et qu'ils font travailler des sous-traitants qui n'ont même pas la capacité de transport léger. Et la Poste, en 2017, a fait un audit. Moi, j'ai été, dans une vie antérieure, quand j'étais jeune avocat, j'étais avocat-auditeur. Et on auditait, notamment, la propriété intellectuelle et le droit du travail, pour voir si les entreprises qui étaient achetées respectaient le droit du travail. Là, il y a eu un audit. J'ai, dans mon dossier, des audios qui sont adressés à mes clients, où une responsable de Stuart dit « Alors là, on a un audit de la Poste. Est-ce que tu peux me dire si tu as fait tes déclarations sociales et fiscales? Si tu ne les as pas faites, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il faut au moins dire si tu les as faites ou tu les as pas faites. » En 2017, qu'est-ce qui a été remonté à la Poste? Est-ce que Stuart, l'équipe de Stuart, est d'une duperie sans nom pour avoir trompé la Poste? Ou est-ce que la Poste a connu les faits et les méconnaît? Vous savez, il y a l'obligation de vigilance, et je considère que le respect du droit du travail est un champ de l'obligation de vigilance. Dans le rapport 2021 de la Poste, elle évoque la question Stuart. Donc elle considère, la Poste, qu'elle doit rentrer dans le champ de sa vigilance, de son obligation de vigilance, le contrôle de sa petite fille Stuart. Vous lirez dans le rapport de la Poste que la Poste considère que Stuart est un modèle de progrès social. De telle sorte que j'ai écrit à Philippe Val, président de la Poste, pour lui dire « Écoutez, moi je prends ce dossier, je remonte le fil, il me semble qu'à coup de millions, vous êtes au moins complice par moyens, par fourniture de moyens, puisque vous entretenez un système, et que vous manquez à votre obligation de vigilance, qui serait au moins, puisque vous-même vous préoccupez au titre de ce devoir de vigilance de votre filiale Stuart, au moins vous posez la question si le droit du travail est respecté. Monsieur Philippe Val m'a répondu, enfin le secrétaire général m'a répondu en son nom, pour me dire deux choses. Stuart n'a pas été condamné récemment, puisqu'ils ont été. Alors en effet, Stuart n'a pas été condamné pour travail dissimulé à l'égard des livreurs qu'ils embauchaient, mais en revanche, Stuart a bien été condamné pour prêt illicite de main-d'œuvre, justement sur la question des sous-traitants. Le président de la Poste est si mal informé de l'état du droit qu'il puisse me répondre ça. Et il me dit, et ça, ça ouvre une réflexion juridique importante, que le droit du travail n'entre pas dans le champ du devoir de vigilance. J'aimerais bien en débattre avec le président de la Poste, mais en tout cas, aujourd'hui, je considère que le président de la Poste est totalement informé de la situation. Semble-t-il, il l'était au moins depuis 2017, parce que la question perdure. Il l'est au moins depuis la réception de ma mise en demeure, et l'affaire perdure. Faudra-t-il un jour que je dépose plainte
en personne contre le président de la Poste pour que je puisse enfin comprendre ce qui se passe au plus haut niveau de l'État. Pour rebondir sur Stuart, si vous me le permettez, effectivement, en termes de complicité, il y a beaucoup de choses à dire et ce serait intéressant de ce point de vue-là d'interroger peut-être carrément les inspecteurs de l'URSSAF, de l'inspection du travail, puisque comme je le disais en propos introductif, quand certains coursiers leur demandent des investigations, on leur dit « Ah non, écoutez, on a déjà investigué sur l'année 2015, 2016, c'est déjà bien, ça fera un exemple, on ne va pas plus loin aujourd'hui. » Donc on se demande effectivement s'il n'y a pas des consignes, une volonté politique. Pour moi, elle est claire à travers les projets de loi qui ont été parfois même votés. Effectivement, interdire les requalifications, c'est protéger des acteurs qui font l'objet de comportements qui ont des comportements illicites. Pour la Poste, je précise aussi qu'il y a peut-être une volonté politique dans l'emploi d'auto-entrepreneurs, voire de salariés pas déclarés du tout. Dans les livraisons qui sont faites, par exemple, il y a des produits Chronopost qui sont livrés par les auto-entrepreneurs. Donc, est-ce qu'il y a une volonté, à court terme ou à long terme, de se séparer des facteurs, ou en tout cas de les ubériser? Il y a une partie de l'activité qui est de la livraison de courrier, qui est faite par des auto-entrepreneurs aujourd'hui dans une société comme la Poste. Donc, ils font le même travail que les postiers, mais en auto-entrepreneur, livré à la tâche. Payé à la tâche, pardon. Et ça rejoint votre question antérieure sur la question économique, la viabilité économique de ces plateformes, entre guillemets. Bon, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que la plupart du temps, les emplois qui sont proposés sont des emplois qui sont initialement salariés. La Poste, facteur, et puis chez StaffMe, par exemple, j'avais dit caissier, j'avais dit des personnes à la plonge dans la restauration, etc. Les livreurs salariés, il y en a depuis des années et des années. Donc le modèle viable économiquement, il existait déjà. Évidemment, à cette échelle, pour des personnes qui ont des sociétés qui ont besoin de dépenser énormément d'argent pour prendre le marché, c'est très avantageux d'avoir des auto-entrepreneurs parce qu'on ne déclare pas de cotisation patronale, on ne déclare pas de cotisation salariale, on peut s'en débarrasser quand on veut, etc. Donc ça coûte beaucoup moins cher, ça c'est certain, mais c'est viable économiquement. Oui, on a des exemples, puisque certains métiers ubérisés sont des métiers salariés à la base. Mais dans tous les cas, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire on ne demande pas à ce que le salariat soit reconnu de partout. Parce que potentiellement, ces sociétés, elles peuvent continuer de fonctionner avec un modèle d'auto-entrepreneur. La difficulté dans les dossiers qu'on a, c'est qu'ils prennent tous les avantages du statut d'auto-entrepreneur, d'indépendant divers, mais ils n'en prennent pas les inconvénients. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur est payé moins qu'un salarié, parfois, moins qu'un SMIC. Il n'a aucune garantie. Alors si on est indépendant, on va proposer des services qui coûtent plus cher. Forcément, on est censé avoir un secrétariat, etc. On abuse de ce statut d'auto-entrepreneur qui est au départ là pour faciliter les démarches des créateurs d'entreprises. Mais là, on n'est pas sur des entreprises. Vous demanderez à n'importe quel coursier, n'importe quel VTC, à part une exception peut-être sur 10 000, aucun n'a un standard téléphonique avec une standardiste, aucun n'a des dépenses de marketing, aucun n'a un salarié. Nous n'avons pas de réelles entreprises. Nous avons des personnes qui sont utilisées comme des salariés. Et c'est là où il y a un problème. Parce que dans l'absolu, si on respectait leur indépendance, s'il n'y avait pas de consigne, pas de contrôle, pas de sanctions, il n'y aurait pas de difficulté. Là, la difficulté, elle vient du fait qu'ils prennent les avantages du statut d'indépendant, ils n'en prennent pas les inconvénients et ils ne déclarent pas ces personnes en tant que salariés. On a encore une grosse dizaine de minutes. Est-ce que je peux vous interroger sur le modèle de coopérative dont vous parliez dans votre introduction, qui vous paraît être une réponse appropriée? La position que moi je défends dans ma réflexion à la Fondation Jean Jaurès, et qui est partagée par les travailleurs que je représente, c'est qu'on
nous, on n'est pas là pour plaider que le salariat puisse s'imposer dans toutes les circonstances. Ce n'est pas la position que je défends. Moi, la position que je défends, c'est si les gens sont contraints, les travailleurs sont contraints, ils ne choisissent pas leur prix, ils ne choisissent pas leurs clients, ils sont déconnectés quand bon semble aux plateformes, ils sont salariés, et dans ce cas-là, il faut leur reconnaître le statut de salarié. Si les plateformes desserrent les taux, leur reconnaissent la qualité de fixer leur prix, la possibilité de contester leur déconnexion, comme un partenaire commercial normal, et bien donc là, ils peuvent être indépendants. Et donc, dans le rapport, dans les 2 rapports que nous avons écrits avec Thomas Thévenoud pour la Fondation Jean Jaurès, et qui avait été d'ailleurs, qui a été repris par le rapport Froin, auprès de qui nous avions défendu cette idée, c'était que la coopérative pouvait être une alternative à l'ubérisation. Pourquoi ? Parce qu'elle permettrait, comme je vous l'avais dit au début de mes propos, de faire corps, de faire nombre. En plus des qualités reconnues à la coopérative qui permet aux gens de s'émanciper dans leur travail, de se regrouper, de s'émanciper. Il y a une vraie volonté de la part des chauffeurs VTC de s'émanciper, d'être des vrais entrepreneurs, qu'on réponde à la promesse qui a été faite par Uber, qui était de leur dire « vous devenez votre propre patron ». Ils ont fait le choix de cette coopérative, et cette coopérative, aujourd'hui, connaît un engouement important, puisque l'idée donc de cette coopérative, c'est qu'ils se regroupent pour proposer une offre commune. Non pas pour concurrencer Uber sur ses plates-bandes, parce qu'on ne concurrence pas Uber. Uber a des frais de marketing et fait des levées de fonds à coût de milliards de dollars. On ne pourra pas faire des levées de fonds à coût de milliards de dollars. Nous, notre proposition est d'ailleurs plus sociale, plus responsable. C'est de répondre à des appels d'offres, ce que ne fait pas Uber, de répondre à des projets de circulation de personnes handicapées ou de personnes âgées, de travailler en collaboration avec les départements et les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, le département du 93 est cofondateur de cette coopérative. Aujourd'hui, cette coopérative a été présélectionnée par le comité des JO pour répondre à un appel d'offres pendant les JO. Donc il faut comprendre qu'il y a un modèle alternatif. Enfin, on dit alternatif alors qu'il devrait être un modèle normal, parce que face à Uber, on a l'impression que c'est alternatif. L'alternative serait de faire un modèle juridique légal. Vous vous rendez compte dans quelle absurdité on est. Et donc un modèle coopératif et collectif. Merci. Et sur un autre sujet que vous avez évoqué, dont vous parlez aussi dans vos travaux, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la question de la fiscalité, le paiement de la TVA, et question complémentaire, est-ce que vous voyez, et je reviens souvent sur cette question, des voisins européens, notamment, qui ont mieux géré, mieux répondu, selon vous, à cette question de la fiscalité? On sait que c'est un débat qui anime toute l'Europe, et la France a poussé notamment pour que les plateformes paient un impôt sur les sociétés dans le pays où elles exercent. C'est un sujet aussi de négociation au sein de l'OCDE. Mais sur la question notamment de la taxation de la valeur ajoutée, est-ce que vous avez des modèles dont on pourrait s'inspirer? Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, Uber a fait l'objet d'un redressement de plusieurs millions d'euros sur la TVA. Et que nous lançons aujourd'hui, avec mon confrère Anthony Roustan, des actions qui consistent à demander au centre des impôts de revoir le paiement de la TVA des chauffeurs. Et si le centre des impôts ont 6 mois pour nous répondre, et s'ils nous répondent défavorablement, nous saisirons encore une fois le tribunal administratif. Aujourd'hui, 350 chauffeurs se sont déclarés intéressés pour aller demander aux impôts un dégrèvement. Quel est le sujet? Aujourd'hui, Uber se considère comme un intermédiaire, une plateforme d'intermédiation, et non pas une organisation de transport, ce qui est contraire à l'arrêt de la CJUE
de 2013 ou 2014, je ne sais plus, est contraire aux arrêts de la Cour d'appel de Paris qui reconnaît qu'en fait Uber n'est pas qu'une plateforme d'intermédiation qui met en relation un chauffeur avec un client, mais que c'est une société de transport. Alors sur cette fictivité dont l'État, sur laquelle l'État me semble connivent, l'administration fiscale me semble connivent, Uber peut dire, mais moi n'étant pas une société de transport, je suis établi aux Pays-Bas, et donc je suis exonéré d'impôts sur le tout, et sur la commission également que je prélève aux chauffeurs. Et donc, par un système d'autoliquidation, ce sont les chauffeurs qui payent la TVA sur 100% du prix de la course, et ils payent la TVA sur la commission qu'Uber leur prélève. Alors nous, notre raisonnement est très simple. Si ce sont des travailleurs salariés, on n'a jamais vu en France qu'un travailleur salarié paye la TVA pour son patron. Et c'est si, à tout le moins, l'administration fiscale devait considérer que c'est un organisme de transport, elle devrait au moins dégréver les chauffeurs de la TVA sur les 25% qu'ils payent à Uber. Pourquoi encore l'administration fiscale attend que des centaines de chauffeurs la saisissent pour se saisir de cette question? Moi, la question que j'ai également, c'est que certains centres des impôts acceptent de dégréver les chauffeurs Uber de la TVA sur les 25% de la commission. Est-ce que ces mêmes centres des impôts vont demander le prix de la TVA à Uber? Ça aurait été la logique. Est-ce qu'ils le font? Non. Alors, encore une fois, les travailleurs de plateforme iront saisir l'État, les administrations, iront saisir les tribunaux pour obtenir dans quelques années leurs droits. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Et je ne remets pas en cause cette situation. Mais est-ce que dans un état de droit, c'est aux citoyens faibles en revenus, faibles en ressources, d'aller combattre pour chaque sujet, pour ses droits devant les tribunaux? Est-ce que ce n'est pas à l'État de protéger le plus faible contre le plus fort? Je crois qu'on a abordé énormément de sujets. Je pense que sur la question des données et des manquements du RGPD, peut-être avez-vous des choses aussi à préciser, puisque vous avez donc engagé des démarches sur la question du travail, vous avez engagé des démarches sur la TVA, mais il me semble qu'il y a aussi des démarches juridiques qui ont été engagées sur la question de l'accès aux données. Peut-être que vous pouvez préciser aussi sur cet aspect-là une autre problématique de manquement de l'État. Oui, l'État, Uber, moi quand j'ai engagé mes actions en 2020 contre les prud'hommes, excusez-moi, je suis fatigué, devant les prud'hommes pour les chauffeurs Uber, je me suis rendu compte d'une situation, c'était qu'ils ne détiennent aucune donnée de travail, sur leur travail. Tout passe par la plateforme. Et donc la plateforme a la main de leur fournir. Donc quand je veux démontrer les heures de travail, le travail le dimanche et autres, je suis obligé d'aller sur la plateforme pour aller chercher mes informations. Uber détient la preuve qui justifie mes actions. Et notamment, pour pouvoir avoir accès à ces données, mes clients ont exercé leur droit reconnu par le RGPD, qui est de demander l'accès à leurs données. Alors déjà, il fallait savoir qu'à l'époque, il était impossible, quasiment impossible, il fallait ouvrir 36 fenêtres pour comprendre où aller chercher l'accès à ces données. J'ai fait des constats d'huissier, et quand on y accédait, on avait une adresse qui nous disait « cette adresse ne répond pas aux questions ».
une adresse DPO. Hein. Et donc, par des moyens détournés, on pouvait demander accès à ces données, et Uber ne les fournissait pas dans le délai d'un mois, les fournissait jamais, ou les fournissait de façon très parcellaire, ce qui fait que j'ai pu déposer 4 plaintes à ce sujet notamment. Il faut savoir que devant le Conseil de prud'homme, Uber me dit « c'est vous le demandeur, c'est vous qui devez fournir les données ». Uber supprime les historiques de données. Hein. Donc ça veut dire que nous avons des prescriptions de 3 à 5 ans. Vous ne pouvez plus aujourd'hui aller rechercher dans l'historique parce que, bien entendu... Est-ce que, juste, vous pouvez préciser, dans ce cas précis, de quel type de données on parle? Ce sont toutes les données personnelles, les données de connexion qui permettent d'établir le temps de travail, le temps de connexion. Ce sont les données de géolocalisation. Ce sont les données sur les commentaires faits par Uber sur les chauffeurs, sur les procédures de déconnexion, pourquoi un chauffeur est déconnecté. Est-ce que c'est algorithmique ou pas? Puisque vous savez que c'est interdit de déconnecter de façon algorithmique. C'est ma 3e plainte devant la CNIL, qui est aujourd'hui instruite. C'est toutes ces données, et surtout, puisque mes clients sont la plupart coopérateurs et membres de cette société, ils ont aussi un droit de portabilité de ces données, parce que si on considère qu'ils ont été libres dans leur activité, ils sont libres d'avoir l'historique de leur commerce, ce que Uber leur répète. Donc c'est à la fois un problème de données personnelles, c'est à la fois un problème de concurrence, d'atteinte à la concurrence, enfin c'est un peu tout. Et ce que je voulais dire, c'est que la loi LOM a obligé, indépendamment du RGPD, a obligé les plateformes à fournir ces données. Un décret qu'on a attendu longtemps est sorti. Uber ne respecte pas la loi LOM, qu'il a pourtant, semble-t-il, défendue, et pour lequel ces lobbyistes ont été très présents au sein de vos assemblées. Encore une fois, un non-respect de la loi. En fait, Uber est chez lui en France. Oui. Maître Manchon, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot. Oui, vous aviez posé quelques questions sur lesquelles on peut peut-être rapidement élargir. En matière de solutions à l'échelle française ou européenne, c'est vrai qu'il y a une grande problématique qui a été soulevée par la directive européenne. C'est en matière de présomption de non-salariat, puisque à la base, avec ce statut d'auto-entrepreneur, il y a une présomption de non-salariat, avec tous les statuts d'indépendants aussi. Et c'est vrai que quand on va en justice avec une société qui est potentiellement coupable de travail dissimulé, mais travail dissimulé, c'est qu'on dissimule l'emploi salarié. Donc on a le minimum de preuves. Et d'ailleurs, des sociétés comme Deliveroo, petit à petit, utilisaient au départ des logiciels de discussion comme Telegram, WhatsApp, etc. On fermait tout ça. Dans un deuxième temps, avec des échanges par email, on fermait les emails aussi. Et puis maintenant, vous n'avez plus que des chats avec des réponses automatiques, justement pour dissimuler tout ça. Donc il y a cette question de la présomption de non-salariat qui est très importante. À mon sens, elle doit sauter pour ces acteurs, parce que ce n'est pas possible qu'une personne qui a une difficulté en matière de preuve, surtout quand on voit qu'il y a des enquêtes qui ne sont pas menées, parce que si encore l'inspection du travail, etc., pouvait mener tranquillement toutes les enquêtes possibles et imaginables contre ces acteurs, il y aurait de quoi faire. Parce que quand on regarde le dossier Deliveroo qui a été jugé au pénal, c'est des centaines et des centaines de pages de preuves qui n'étaient pas à la disposition des coursiers à l'époque, mais qui auraient pu être à leur disposition s'ils y avaient eu accès dès le départ, et qui auraient pu leur permettre de gagner tout de suite devant les prud'hommes. Donc la question de la présomption de non-salariat, aller plutôt vers une présomption de salariat, pour le coup, et si l'indépendance est respectée, eh bien, pas de problème, il n'y aura pas de condamnation. Et puis aussi faire un contrôle de l'algorithme, parce qu'on a parlé des questions de données personnelles ou autres, mais le contrôle de l'algorithme, aujourd'hui, on n'en parle nulle part. Dans les actions qui ont déjà été menées au pénal, dans les actions au prud'homme ou autres, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les plateformes disent ah ben, c'est un secret commercial, on ne peut pas vous dire ce qu'il y a dedans, et pourtant c'est l'algorithme qui gère tout. C'est l'algorithme qui vous contrôle, c'est l'algorithme qui peut vous donner plus ou moins de travail en fonction de vos performances passées, c'est l'algorithme qui peut vous sanctionner alors même que c'est illégal et couper votre compte. On a par exemple chez Stuart des personnes qui reçoivent des emails de déconnexion, donc un licenciement si on est salarié, parce qu'ils ont fait un détour
dans l'itinéraire qu'ils avaient à faire vers le client, ce qui laisse supposer à la plateforme Stuart qu'ils ont travaillé pour une autre plateforme. Donc c'est totalement illégal, c'est une preuve du lien de subordination, et ça existe. Donc si on pouvait contrôler ces algorithmes, ça serait beaucoup mieux, et on a vu par exemple qu'en Espagne, cette présomption de salariat aussi a été mise en place. Donc ça peut être une solution, notamment en matière de charge de la preuve, et pour forcer ces acteurs aussi à respecter le statut d'indépendant s'ils continuent à l'utiliser. Et vous aviez aussi parlé de la RPE, l'ARP. Oui, pour nous et pour les personnes que l'on représente, c'est également un enfumage de plus, un moyen, via du lobbying au départ, de protéger encore ces acteurs. Pourquoi ? Parce qu'on met en place donc une représentation collective, en quelque sorte, ce qui est assez cocasse pour des personnes qui sont censées être concurrentes, mais on met ça en place, et ça légitime, encore une fois, les plateformes de soi-disant mise en relation. Parce que aujourd'hui, quand on plaide devant les prud'hommes en 2023, on nous soulève encore la RPE. Regardez, le gouvernement a encore mis ça en place, les pouvoirs publics ont mis ça en place, la représentation nationale a mis ça en place. Ça prouve bien qu'on est légitime, ça prouve bien que ce sont des indépendants, puisqu'ils sont représentés en tant qu'indépendants, et ça met encore des bâtons dans les roues aux travailleurs qui veulent être reconnus comme victimes. Bien. Mention Maître Justice, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Comme je le répète à toutes les personnes que nous avons auditionnées, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des informations complémentaires, des documents complémentaires que vous voulez communiquer à la commission d'enquête. Et nous le ferons peut-être nous-mêmes d'ailleurs dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous remercie aussi de vos travaux sur le sujet. Puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je me permets donc de vous remettre certains travaux.